On est sur le Festival international des Jeux de Cannes et on va découvrir une société toute jeune qui propose de faire revivre un jeu que tout le monde a connu et que tout le monde adore, je n'en doute pas. C'est parti pour une interview sur Rackham. Salut Rackham, hein, salut. Alors est-ce que tu peux te présenter et nous parler du coup du projet? Qui es-tu et qu'est-ce que c'est ce nouveau Rackham? Donc moi je suis François, donc président de Rackham, donc cette nouvelle société qui a 1 an maintenant d'existence, qui a été montée par 4 associés, voilà, donc nous sommes 4 associés, donc des passionnés de l'univers d'Arklash, hein, voilà, l'univers créé donc par l'ancienne société Rackham qui avait officié entre 96 et 2010 et qui avait arrêté ses activités en 2010. Et là voilà, là il y a un renouveau, une nouvelle société Rackham qui a pour objectif de présenter un jeu sur Arklash, donc qui s'appelle Ragnarok, un jeu d'escarmouche, voilà. Ragnarok, alors ça pourra parler aux anciens. Oui. Hein, oui. Tout de suite, ça vient à l'idée, c'est pour une société qui reprend Rackham, le jeu phare de Rackham, c'était Confrontation. Oui. Pourquoi l'appeler Ragnarok et pas Confrontation? Alors, en toute transparence, tout simplement parce que juridiquement, eh bien, on n'a pas la marque Confrontation. Voilà. Elle est bloquée jusqu'en 2028. Voilà. Et donc, de toute façon, voilà, la question se posait même pas. Bon, après Confrontation, en plus, il y a eu des déboires avec voilà, d'autres, des précédentes reprises de la licence Confrontation. Donc finalement, c'est pas plus mal. On pose un élément de lore, en fait, puisque le Ragnarok, c'est le cataclysme qui se passe sur Arklash à partir de l'an 1000, à partir du rituel de l'aube. Et nous, notre timeline, elle est en 1010, donc 10 ans après le rituel de l'aube. Et on propose des escarmouches en marge des grands affrontements sur Arklash. D'accord, donc en fait on va rester sur Arklash, c'est l'univers Arklash qui est vraiment important pour vous, mais on va être sur un jeu d'escarmouche avec figurines. Tout à fait. Sans être sur Confrontation tel qu'il était. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, c'est un nouveau jeu d'escarmouche. Alors, bien sûr, on va garder un certain ADN du jeu de figurines tel que ça se passait sur Arklash, mais avec une forte modernisation, que ce soit au niveau du jeu ou au niveau aussi du design des figurines. Parce que effectivement, voilà, on a évolué, on ne joue plus de la même manière en 2025 qu'en 2010. Exactement. Avant de rentrer peut-être dans les détails au niveau des figurines, au niveau de l'univers, de comment Rackham peut revenir aujourd'hui après tout ce qui s'est passé, peut-être est-ce que tu peux nous présenter ton équipe, nous dire combien de personnes vous êtes, oui, d'où vous venez et pourquoi ce projet? Pourquoi se lancer là-dedans en fait? Alors, à la base, effectivement, voilà, les 4 associés, c'est effectivement des fans de l'univers. C'est-à-dire qu'on fait partie des personnes qui ont maintenu la flamme pendant ces années de disette, entre 2010 et puis 2025, qui ont continué à promouvoir ce jeu. C'est-à-dire qu'on a continué à jouer, nous, à Confrontation, encore, alors sous d'autres structures, notamment associatives. C'est-à-dire que, par exemple, parmi les associés, on a un ancien président de la Confédération du Dragon Rouge, qui était l'association historique des jeux Rackham. On a un ancien testeur chez Rackham, chez Feu Rackham. On a aussi quelqu'un qui est pas mauvais au niveau artistique quand même, qui nous a fait ça gentiment. Et qui d'ailleurs qui a un Golden Demon. Bon, donc voilà, on a quelqu'un au niveau artistique qui c'est pas mal, qui tient la route. Voilà, et après, donc ça c'est le noyau de base, et après on s'est entouré bien sûr de studio de création avec un directeur artistique, Didier Poli, donc ancien directeur artistique chez Rackham, des illustrateurs, bien sûr, mais comme tout jeu de figurines, illustrateurs pour faire les concepts, donc peintres, sculpteurs, etc., etc. Plus tout l'aspect bien sûr administratif de n'importe quelle société, comptable, etc. Donc, évidemment. Voilà, il y a du monde bien sûr autour de ce noyau dur. Et donc, même quand on est super fan, donc tu as parlé de la Confédé, de choses comme ça, quand on est capable de maintenir un jeu en vie malgré l'arrêt de son éditeur, pourquoi à un moment on se dit
je vais quitter la structure associative pour carrément créer une société avec toute la partie administrative, entre autres, que ça peut engendrer. À quel moment tu te dis, je vais pas seulement entretenir la flamme, je vais faire revivre Rackham? Voilà, c'est ça. C'est quand l'envie de jouer, de continuer, devient vraiment une passion et que voilà, il faut, on se dit non mais là il faut faire découvrir ce lore, cet univers vraiment qui est très fort au plus grand nombre. Et on se dit non mais là il faut monter une vraie structure qui va relancer le jeu sérieusement de manière pro. Et c'est pour ça qu'on avait déjà en fait cette graine, on avait commencé à développer des choses et quand on a su que Monolith récupérait donc la propriété intellectuelle, on est tout de suite allé les voir pour leur dire nous au niveau jeu de figurines, on maîtrise, on sait faire. On a déjà un projet déjà en route. Est-ce que voilà, vous nous permettez d'avoir une licence d'exploitation pour ça? Alors, il y a eu des discussions, etc. Ils ont vu le sérieux de la chose. Ils ont dit non, mais c'est exactement ce qu'il nous fallait, puisque nous, on est spécialistes au niveau plutôt jeu de plateau avec figurines, jeu de rôle. Il nous faut un spécialiste pour le jeu de figurines. Allez, c'est parti, on attaque avec vous. Donc là, on a vraiment le truc où Monolith, qui est quand même une grande entité et qui a un sérieux, enfin, on peut regarder les projets qu'ont mené Monolith, ça a toujours été avec beaucoup de sérieux, des sorties assurées, j'ai envie de dire. Enfin, tout à fait. Moi, un Kickstarter par Monolith, ça me fait pas peur, tu vois. Malgré tout ce qui s'est passé ces dernières années avec des boîtes françaises qui ont fait des jeux sur Kickstarter, sur GameFound, etc., je sais que Monolith, il y a une aura de respectabilité en fait. Tout à fait, de professionnalisme, voilà, ils sont vraiment très carrés et nous on s'inscrit vraiment dans cette démarche, exactement comme Monolith, voilà, faire les choses de manière pro, carrée, et pas promettre la lune aux gens. C'est voilà, si on lance la précommande, voilà, à tel moment, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir livrer et le projet est fini, le développement est complètement fini, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton pour lancer la production. Voilà. C'est vraiment, on est vraiment raccord avec ça, avec Monolith. Ah, je vois. Et du coup, là, il y a quelque chose qui va commencer à, comment dire, faire rêver ou inquiéter. Ça va être que va devenir donc Ragnarok par rapport à ce qu'était Confrontation. D'accord. Au niveau quoi? Au niveau du jeu, au niveau des figurines. Des règles, au niveau des figurines, etc., etc. Donc, Ragnarok, je vous dis, c'est un jeu d'escarmouche sur le continent légendaire d'Arklash. Donc, on va retrouver bien sûr les peuples qui étaient sur Arklash. Donc là, vous voyez une première vision de ce qui pourrait sortir fin 2025. Donc on reconnaît des Wolfen, l'une des inventions fortes de Rackham. Et puis qui se battent face à des Lions d'Alaan, la faction de la lumière des Lions d'Alaan. Voilà, donc l'objectif, c'est de ressortir les peuples qui peuplaient cet univers. Il y avait déjà pas mal de peuples. Donc déjà, on va commencer par ça. Et puis d'enrichir cet univers avec, on a pas mal de petites idées pour apporter du neuf à l'univers, que ce soit en termes de lore ou en termes de nouvelles unités, de nouveaux champions, etc. Oui, voilà. faut évidemment apporter de la nouveauté pour aussi encourager les gens qui peut-être ont déjà une très grande collection à faire perdurer l'entreprise. C'est ça. Dans le temps. Et puis si on était à un moment de l'histoire, ils aimeraient bien savoir ce qui se passe après. Ce qui se passe après, ouais. Voilà. Alors, est-ce que une inquiétude de joueurs et de fans, on sait que Rackham a fait... en fait, le rituel de l'aube a eu lieu. Il y a eu Confrontation, l'âge du Ragnarok, Conf 4, avec des figurines plastiques prépeintes. Et à ce moment-là, l'histoire a fait vraiment un bond en avant avec des peuples qui ont disparu. Qu'est-ce que vous faites, vous, sur le rituel de l'aube? Parce que ça se passe 10 ans après le rituel de l'aube. C'est ça, c'est ça. Est-ce que l'histoire de Conf 4, elle est canon? Ou est-ce que vous revenez légèrement en arrière? On va faire le point, effectivement, avec un certain nombre de personnes qui étaient déjà bien impliquées à l'époque. Donc ça, peut-être que Monolith pourra mieux expliquer les choses, parce que c'est eux qui sont en charge de ça, de cette Bible. Ils vont en fait créer une Bible de lore pour faire le point, justement, de ce qui est canon et ce qui ne l'est pas. Alors, en plus, on n'a pas forcément... Enfin, c'est pas très grave de revenir sur certaines choses, parce que le lore de Confrontation, enfin d'Arklash, a toujours été vu de manière subjective. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir quelqu'un sur Arklash qui,
un érudit qui se dit tiens, tel peuple a été décimé parce que voilà, il a vu une bataille où effectivement ce peuple s'est pris une défaite. Mais comme c'est du subjectif, voilà, il n'est pas partout sur l'arcade, donc peut-être que finalement ce peuple il est pas mort. Voilà. On avait les gobelins qui avaient détruit complètement la faction des Brunes. Bon, les gobelins vantards comme ils sont, effectivement, il y a peut-être un chef gobelin qui a dit ouais, ça y est, c'est bon. Ils ont tué les 3 gars en fait, et c'est monté en. Voilà, tout à fait. Donc voilà, on peut toujours revenir sur certaines choses, bien sûr. Nous, l'objectif, effectivement, c'est de faire perdurer tous ces peuples. Voilà, c'est de belles inventions qui ont du lore, donc de Rackham. Et puis y ajouter effectivement notre patte de modernisme. Voilà, donc moderniser les choses au niveau lore, game design et aussi au niveau des sculptures. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut faire peur à des fans de la première heure de confrontation? Bien sûr. Puisque on a eu un confrontation conf 1, conf 2, conf 3, puis une très grande rupture avec conf 4. Qui, malgré des règles assez novatrices, en termes de règles, il y avait des choses quand même très intéressantes. Est-ce que vous allez tout raser, repartir de zéro, ou on reste sur quelque chose de connu? On rase pas tout, mais par contre on ajoute une forte touche de modernité. C'est-à-dire qu'on va garder un certain ADN de confrontation, mais en ajoutant effectivement de la modernité. Effectivement, à l'époque de Conf 4, là, ça avait été. Il y avait encore en magasin donc des jolies figues en métal, voilà, avec un design voilà, très poussé à l'époque. Et effectivement, proposer du plastique prépeint un peu moche, c'est sûr que là, ça collait pas. Là, 15 ans ensuite, bien sûr, on va plus prendre du travail qui a été fait sur les figurines métal que sur le plastique prépeint. Voilà, on vous rassure, l'objectif c'est de la figurine haute qualité au niveau design et au niveau aussi du matériau. Et là, on a pu voir quelques modèles prototypes, donc des modèles qui ne sont pas définitifs. Il y a encore des changements qui vont être apportés. Et justement, alors je vous remercie aussi pour l'exclusivité que vous m'aviez confiée sur le fiche, sur le salon du jeu de Cannes. Ah oui, on sait que quand même, voilà, tu es le youtubeur estampillé conf quand même. Voilà, donc c'était bien quand même que. Voilà, ça m'a fait super plaisir, c'était vraiment chouette. Place privilégiée. Merci beaucoup, ça c'était vraiment chouette, puis c'était un plaisir à découvrir. Il y a eu une chance quelque part des réseaux sociaux aujourd'hui, qui peut être dur parfois, mais qui est intéressant aussi, c'est que du coup en postant ces figurines dès le premier jour du Fige, on a eu des retours immédiats. Oui. Et vous avez déjà pris en compte ces retours. Il y a des choses que vous, par rapport au Wolfen notamment, qui a fait couler beaucoup d'encre en à peine 24 heures, oui. Il y a des choses que vous saviez déjà au moment de le montrer, ou il y a des choses où ce qui a été dit, ce qui a été lu sur les réseaux en ces dernières 24 heures ont influé déjà des décisions? Oui, alors, en fait, on le savait déjà parce que nous, on a eu la même réaction. Parce que nous aussi, on est des anciens joueurs avec toute la collection à la maison, etc. Donc, quand on a vu le STL du Wolfen, par exemple, ah oui, mais là, c'est pas comme avant. Et après, il a fallu effectivement se dire, mais oui, mais maintenant, voilà, on apporte de la modernité. Là, mais oui, par contre, là, c'est mieux. Au niveau de l'anatomie, on est bien meilleur. Par contre, voilà, ce sont des prototypes, c'est-à-dire que STL, après, on fait une première impression et ces prototypes ont été envoyés au sculpteur et au directeur artistique pour voir quels ajustements il faut faire. Etc. Et clairement, là, on a le directeur artistique, donc Didier Poli, qui est sur le salon, et on a tout de suite commencé à prendre des décisions. Alors, effectivement, les retours, c'est très important, c'est très précieux en fait, les retours des réseaux sociaux, parce que voilà, on est arrivé sur les mêmes conclusions sur certains points de ce Wolfen. Oui, il y a des choses à reprendre, donc effectivement, on va le reprendre sur certains points. Pas forcément tous, parce que voilà, on ne veut pas recréer donc un ancien Wolfen avec tous les canons précis au niveau sculpture. Donc voilà, on apporte une touche de modernité, mais voilà, on prend en compte effectivement les retours des gens. L'objectif, c'est vraiment d'être vraiment ouvert, transparent. Donc on montre les dessous en fait des méthodes de production. C'est voilà, on fait un premier essai. Ah, là il y a des retouches à faire. Voilà, retouches, etc., etc. Et donc, mais voilà, on avait envie de montrer alors ces premières sculptures. Alors, il y en a d'autres déjà qui sont déjà faites et voilà qu'on va attendre un petit peu parce que voilà, on va pas tout montrer voilà dès le premier jour.
Mais bon, voilà, non, mais c'est intéressant d'avoir ce retour effectivement des gens. Hein. Parce que effectivement, voilà, l'objectif c'est de plaire au plus grand nombre. On sait qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde parce que quand on sont dans un projet comme ça, ben, on est sûr de ne pas plaire à certains. Mais voilà, l'objectif c'est de faire découvrir, hein, toujours pareil, Arclash au maximum de monde. Et donc, autre chose qu'on a vu avec les premières figurines, c'est le changement de socle. Enfin, oui. Changement. Est-ce que c'est un changement étant donné que le changement a déjà eu lieu chez Rackham? Tout à fait. Lors de Conf 4, l'avenue du Ragnarok, où Rackham était passé déjà en socle rond. Actuellement, la question a été quand même assez vite tranchée. Tous les jeux d'escarmouche actuels sortent en socle rond. Après, ça correspond aussi à une harmonie, voilà, pour présenter une figurine. C'est vrai que bon, il y a quand même sur un socle rond, moi je trouve que c'est voilà, finalement plus harmonieux, ça met plus en valeur la figurine. Je suis très d'accord avec ça. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez les socles ronds ou les socles carrés et pourquoi. Oui, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir les retours effectivement. Ouais. Et puis au niveau gameplay, avec le socle rond, voilà, c'est un peu moins le bazar sur certains points gameplay. Voilà, donc effectivement, le socle rond semble une évidence aujourd'hui. Et du coup, alors il y a aussi une raison éditoriale pour le socle rond, c'est aussi que vous êtes sous licence de Monolith. Tout à fait. Donc vous êtes un studio, vous êtes une entreprise indépendante. Tout à fait. Vous faites vos propres projets, mais vous avez une licence d'exploitation de l'univers d'Arclash dans le cadre du jeu Ragnarok. C'est ça. Donc il y a des allers-retours quand même qui se font avec Monolith. Oui. Voilà. Et tout simplement, les figurines Monolith sont sur socle rond. Tout à fait. La plupart du temps. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas sur socle rond? Je suis en train de chercher. Non, c'est socle rond. Non, tout. Si, il y a des monstres qui sont sur socle ovale. Oui, socle ovale, ouais, c'est ça, socle ovale, effectivement. Mais sinon, c'est rond, effectivement. Oui, donc effectivement, l'objectif avec Monolith, c'est de sortir. Donc, eux aussi vont sortir des figurines pour leur jeu de plateau, et c'est d'avoir effectivement des figurines qui puissent servir pour l'ensemble des jeux qui sont sortis pour l'univers d'Arclash. Donc tout ce qu'on va sortir nous devrait être compatible avec les jeux Monolith, et Monolith, toutes les films qui vont sortir vont pouvoir aussi être joués donc à Ragnarok. Ouais. C'est génial ça. Et oui. Donc potentiellement, le Wolfen qui est là, oui. Quand ils sortent Nemesis, hybride, qui est déjà annoncé, voilà, oui. Quand le jeu hybride qui est déjà annoncé pour 2026 va sortir, le Wolfen, je devrais pouvoir le jouer. C'est ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est quand même très cool. Oui, c'est l'avantage, effectivement. Du coup, ancien joueur de confrontation avec des centaines de figurines déjà peintes et soclées en carré, je dois tout refaire. Alors, tout refaire ou finalement, comme on a des socles qui sont un petit peu plus larges que les anciens socles carrés, si on ne veut pas s'embêter, on peut très bien tout simplement prendre un gabarit rond et puis placer la figurine sur le gabarit. Après, chacun, selon sa sensibilité, fait comme il veut. Après, je suis sûr qu'on a derrière nous aussi une communauté de joueurs qui nous soutiennent. Je suis sûr qu'il y aura aussi au niveau de la communauté, peut-être des STL, d'adaptateurs qui vont sortir, des choses comme ça. Voilà. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Je sais que les joueurs... Le côté, il y a du nouveau pour cet univers, va prendre le pas sur « Oh, oui, mais c'est pas des socles carrés ». Voilà, je pense que c'est des choses qui vont... Enfin, j'espère en tout cas. Alors, après avoir un peu effrayé les aficionados avec le changement de socle, on peut peut-être aborder les choses qui vont rester communes au jeu. Donc, on avait parlé on va rester sur de la carte de profil. Oui, c'est ça. Effectivement, on ne va pas changer du tout au tout le jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même l'ADN de confrontation, donc maintenant qui s'appelle donc Ragnarok, le jeu d'escarmouche. Donc activation alternée avec des cartes d'activation. Ça, effectivement, on va garder ceci. Après, pour tout ce qui est l'aspect game design, gameplay, ça reste du work in progress. On a des alpha testeurs qui sont dessus. On a eu des retours. On est en train de régler certaines choses, encore certaines décisions à prendre sur certains points du jeu. Donc pour l'instant, on ne peut pas forcément en dire beaucoup plus, mais bientôt on pourra en dévoiler un peu plus et puis
une version playtest ouverte à tout le monde qui pourra sortir. Il y aura une bêta publique à un moment donné, ouais. Ça c'est intéressant aussi. Et oui, pour avoir un retour d'un maximum de gens. Ouais, c'est intéressant. Et donc on va rester, on disait, on garde le système d'activation alterné, la pile de cartes, on va garder les dés. On va garder. Ça sera un jeu de dés, effectivement. Un jeu de dés. J'allais dire, c'est important pour de la figurine. Bon, il y en a qui font sans dés. Il y a d'autres jeux, effectivement. Mais il y a un élément qui, alors moi, m'a beaucoup intéressé. On va voir ce que les gens en pensent. Un élément qui va changer quand même dans la façon de jouer, c'est le format de la table. Format de la table de jeu. Oui. Donc, le format de table de jeu, de base, on va être sur du 60 par 60. Voilà. Donc on est sur l'escarmouche, donc il faut aller assez vite au contact, donc 60 par 60 c'est très bien. En plus sur des tables classiques, si on monte à, je sais pas moi, du 90 par 90, souvent la table n'est pas assez large, c'est compliqué, donc on trouve que là pour l'escarmouche 60 par 60 c'est vraiment le bon format. Ouais. Ouais. Comme vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne, moi 60 par 60 c'est un format que j'adore parce que c'est un format qu'on peut poser sur une table, c'est un format où on est très proche du joueur avec qui on joue. On va pas être éloigné par plusieurs tables collées ou quoi machin, on est vraiment face à face et très proche, donc là, ça invite à la discussion. Et pour des événements, des tournois ou des choses comme ça, c'est très facile d'aligner plusieurs tables côte à côte. Et du coup, on est aussi dans moi ce que j'avais découvert sur Eden à l'époque, on est aussi très proche des gens avec qui on ne joue pas. Et je trouve qu'on est plus proche et que le contact est facilité avec des gens que tu croiseras jamais dans le tournoi, que tu vas jamais affronter. C'est ça. Et tu discutes avec eux parce qu'ils sont juste à côté de toi. Voilà. Il y en a pour lui demander des dés ou. Oui, ça arrive, du matériel, ça. C'est ça. Voilà, c'est vraiment un truc. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me ravit. Alors, on a parlé aussi vite fait des décors. On va avoir donc pas des décors trop gros, pas trop de décors parce qu'on est sur un espace restreint. Oui, c'est l'escarmouche, donc effectivement, on va pas commencer à mettre un décor comme ça sur. Mais le décor comme ça, là, il est jouable tel quel. Alors, effectivement, il est jouable tel quel, mais bon. Et au niveau décor, oui, donc ça, effectivement, c'est des décors adaptés bien sûr à une table de 60 par 60 et avec une gestion des décors, gestion 3D des décors. Voilà, il y aura quand même des règles pour la 3D. Voilà. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui était présent en V2, qui avait disparu à la V3. Et moi, ça avait été un petit crève-cœur, je vous cache pas, à la V3, de voir tout le système d'escalade, de saut qui avait disparu et tout. Donc là, on a de la gestion de la 3D, donc le fait de pouvoir interagir dans les décors va avoir... Voilà, ça ne sera pas uniquement le décor, il est là, juste parce qu'il faut le contourner, et puis c'est tout, c'est un obstacle, et puis terminé. Ça, j'aime. Ouais, voilà. Donc il y aura des règles de gestion des décors 3D, tout à fait. Ok. Voilà. Bon, ça, donc quand super. même, on révèle comme quelques Ah bah oui, on révèle des petites choses, c'est bien. C'est intéressant, c'est pour ça qu'on vient. Oui. Et donc là, il y a ce renouveau Rackham. Alors déjà, moi je me pose la question, c'est pas risqué de reprendre le même nom? Ah bah au moins là, on sait de quoi on parle. Ouais. Voilà. Mais Rackham, ça... Il y a eu des hauts débats, il y a eu... Comme l'objectif, c'est vraiment de proposer une qualité au niveau des concepts, au niveau des sculptures, etc. J'ai dit que finalement, au moins là, on sait de quoi on parle. C'était le maître étalon, autant... On s'appelle Rackham. En plus, ça nous a permis de refaire le dragon, en lui donnant une tête un peu plus de dragon Sinwall. Qui est magnifique, moi j'adore. Ce matin, on faisait les comparatifs avec l'ancien logo, justement. C'est vrai que le nouveau, il est déjà... Le faire loger dans un cercle, contrairement au précédent qui était un peu un S et tout, voilà, et puis le design, voilà. Dites-nous ce que vous en pensez là sur le truc, mais moi je trouve que ce logo est vraiment très moderne. On a un héritage direct. Le dragon rouge, ça fait référence à Rackham. Dans le milieu de la figurine, on sait que le dragon rouge, c'est le sigle, voilà, ça marche. Et il y a ce moment de doute où on fait, il a changé. Mais comment en quoi, tu vois, sans avoir le comparatif à côté, on se dit attends, on se souvient plus trop de l'ancien, et finalement le changement est bien. Donc moi je trouve que ça représente bien cette volonté que vous avez d'être l'héritage de ce qu'était Rackham et en même temps d'aller vers une modernité. C'est ça, une modernité. C'est vraiment le mot qu'il faut retenir aussi. Voilà, c'est héritage, mais aussi modernité. Voilà.
Ah, super. Et dans ce gros projet, on a parlé rapidement de Monolith, mais c'est vraiment le fait que Monolith récupère toute la propriété intellectuelle des univers, des univers Darklash, AT43 et tous les jeux autour. Oui. C'est vraiment ça qui vous a été vous aviez des envies avant ça, du coup, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et ça a été le déclic. Ça a été le déclic, effectivement. On s'est dit, là, si on veut concrétiser... Le coup à jouer, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant. On va les voir et voilà, on montre ce qu'on a fait, l'avancée au niveau du développement, au niveau de notre projet. Et ça a tout de suite matché, en fait, avec Monolith. Ils sont vraiment très bienveillants vis-à-vis de nous. Ils nous épaulent aussi sur le côté pro. Ils ont appris vraiment beaucoup de choses. Et on a vraiment pu se mettre dans le moule, en fait, Monolith du process de création et au fonctionnement de Monolith. Voilà. Donc, et donc on avait vu, c'est un super atout, puis en plus Monolith c'est quelque chose de conséquent. Et donc on se retrouve sur le stand de Monolith où on va rencontrer Gilles pour discuter Rackham. Discutons Rackham, allons-y. Discutons Rackham, c'est pas mal. Alors Gilles, qu'est-ce que tu fais chez Monolith ? Alors moi je suis directeur éditorial et marketing pour toute la partie financement participatif, jeux de rôle, jeux avec figurines. Okay. Donc un peu tout ce qui va nous intéresser maintenant. Plutôt, ouais. Donc, on s'est vu à la conférence qu'on a fait à Octogone en octobre dernier, où on a beaucoup parlé justement du retour de la propriété intellectuelle de Rackham. Du coup, maintenant, c'est Monolith qui gère la propriété intellectuelle de tout l'univers Darklash, de AT43 et compagnie. Et donc, vous êtes en partenariat avec Rackham pour l'exploitation de la propriété intellectuelle dans le cadre du jeu de figurines Ragnarok, le jeu d'escarmouche. Tout à fait. En fait, donc, toute la partie jeu d'escarmouche et peut-être plus tard Wargame sur l'univers Darklash est actuellement entre les mains du studio Rackham, qui donc est entièrement dédié à ça. Et donc un studio indépendant, on le répète, c'est pas une branche de Monolith. Non, tout à fait. C'est un studio qu'on supervise. Nous, on fait très attention à tout ce qu'on va faire dans l'univers Darklash, donc on suit ça d'extrêmement près. Et on les conseille aussi sur pas mal de points. Enfin voilà, nous, c'est aussi un projet qui nous tient à cœur en termes de succès aussi bien commercial que de succès d'estime réelle auprès des joueurs. Donc nous, on est vraiment occupés sur cette partie-là, à travailler de concert avec eux, mais pour que ça se passe le mieux possible. Et en ayant pris tout le temps qu'il faut. Puisque, encore une fois, tous les fans, dont moi, on attend depuis très longtemps, donc on n'est plus vraiment 1 ou 2 ans près. Par contre, quand ça va sortir, ça intéresse bien. Oui, donc on va pas se mentir. C'est une licence qui a connu pas mal de déboires au fil de ces dernières années. C'est le moins qu'on puisse dire. De déboires et de gueule de bois. Une licence maudite pour certains. Ouais, mais c'est... En fait, je pense que le poids maudit s'explique et par toutes les affaires dont on entend parler en ce moment, et par le fait que c'est vraiment une friend touch du hobby. Tu vois, tout le monde Darklash. Moi, je fais partie de tous ces gens qui ont effectivement... moi, j'ai démarré avec Warhammer. Et j'ai eu vraiment... En étant jeune, j'avais déjà un renouveau avec ce côté... j'ai mon petit livre de règles dans le blister. Vraiment, voilà, le Darklash, c'est vraiment quelque chose qui m'a baigné très jeune. Et je pense qu'il y a vraiment... Pour moi, c'est l'univers francophone sur lequel il y a le plus d'attentes en général. Donc, potentiellement aussi le plus de déception. Et là-dessus, l'aspect maudit, je pense que c'est un effet boule de neige où chaque itération suivante de quelque chose... idéalement livré, fait que voilà, les gens, ça prend au trip parce que c'est vraiment... En fait, c'est tellement de souvenirs et d'espérance pour tout le monde, ça peut difficilement laisser froid. Tu vois, ça va être des réactions épidermiques dans un sens ou dans l'autre. On a vu à la conférence à Octogone, où on avait parlé de l'histoire de Rackham, justement, donc de l'ancien Rackham, maintenant le renouveau. Tu n'avais pas encore annoncé la nouvelle société, on en avait discuté. On avait discuté d'ailleurs, on s'est dit, mais si ça se trouve, on pourrait l'annoncer. Alors, il y a juste Gilles qui avait dit, ça sera le studio Rackham qui s'occupera du jeu de figurines. Voilà. Et ça, c'est une réponse aussi pour répondre aux personnes qui ont une légère inquiétude, parce que Monolith, ok, ils sont pros, etc., mais ils n'ont jamais fait de jeu de figurines. Donc ça avait permis déjà de rassurer certaines personnes. Et puis voilà, ça se concrétise ici. Voilà, on voit bien qu'effectivement, il y a une autre société qui s'occupe de l'aspect jeu de figurines. Et je trouve ça aussi hyper rassurant au niveau, donc Fred Henry, le patron de Monolith, qui dit partout cette phrase. Je sais bien faire les jeux de plateau avec figurines et le jeu de rôle, mais
si je connais quelqu'un qui sait mieux le faire que moi, je vais aller le chercher. Tout à fait. Et donc là, il y a quelque chose, ça se concrétise là avec ce côté où Rackham, donc encore une fois, on précise que Rackham n'est pas une société de Monolith, vous êtes une société indépendante à qui Monolith confie les droits d'exploitation de l'univers Darklash dans le cadre d'un jeu de figurines. Il y a des limites légales, etc. Vous avez un deal, vous avez un contrat avec eux. Voilà, on va peut-être pas rentrer dans les détails de ça. Ça vous regarde. Tout à fait. Mais du coup, il y a ce côté où nous, en tant que clients, on a envie de voir revenir Rackham, de voir revenir Confrontation, Cadwallon, toutes les choses comme ça. Rackham, vous êtes en train de créer des nouvelles choses sur ça pour nous donner ce que nous on attend. Et Monolith a les reins en fait pour permettre à ces choses d'exister et vous donner les possibilités. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans la conférence qu'il y avait eu en octobre, c'est justement où Gilles de Monolith expliquait que Monolith établit la Bible graphique qui est commune à Rackham. Oui. Et du coup, c'est un travail partagé. Comment vous fonctionnez là-dessus Complètement, c'est-à-dire qu'ils ont commandé finalement une Bible graphique, une Bible de lore aussi. Donc faire le point finalement voilà, sur qu'est-ce que c'est qu'un Wulfen, qu'est-ce que c'est qu'un Gondolin, etc. Les caractéristiques graphiques. Pareil pour le lore, voilà, on fait le point, voilà, qu'est-ce qu'on garde, voilà, on fait un petit peu de nettoyage par-ci par-là. Et ça c'est quelque chose qui appartient à la propriété intellectuelle, à l'IP, et que l'on va pouvoir piocher Monolith, mais aussi nous, puisque on a les sciences d'exploitation, donc on a le droit effectivement d'utiliser tous les éléments de l'IP. Donc finalement, voilà, ça c'est quelque chose qui aurait été plus compliqué pour nous si on s'était lancé seul, sans Monolith, voilà, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment bien épaulé par Monolith, parce qu'il y a un travail qui est fait par Monolith sur l'IP de manière générale en fait. Voilà. Et nous, on peut s'occuper on va être focus sur le jeu de figurines et sortir le jeu de figurines pour venir sublimer l'IP sur cette partie-là. Voilà. Tout à fait. Là où Monolith sublimera l'IP sur la partie jeu de plateau, figurines et sur le jeu de rôle. Voilà. Et donc, en fait, par exemple, pour être plus dans le concret, une illustration qui serait commandée par vous ou par Monolith peut être réutilisée par l'autre entité dans le cadre de l'univers Darklash. Oui, c'est vrai, il y a un contrat en fait au niveau de l'utilisation, mais potentiellement, effectivement, on va pouvoir réutiliser l'illustration de l'un et de l'autre. Voilà. Ouais. Ça, c'est fixé effectivement aussi par contrat. Voilà. Et du coup, et donc on parlait de Didier Poli, qui est un ancien de chez Rackham, qui est là et le directeur artistique des deux projets, qui est directeur artistique de l'univers Darklash, donc aussi bien chez Monolith que chez Rackham. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc nous, on a signé avec le studio Weird Loop, donc de Didier Poli, en septembre 2024, et donc on a commencé à travailler avec eux dès septembre 2024. Voilà, donc ça fait déjà un petit moment en fait que vous êtes sur le truc là. C'est ça. Là, vous êtes sur la première apparition publique aujourd'hui, avec le site internet qui vient d'être lancé, la page Facebook. Tout à fait. Mais en fait, c'est déjà en maturation depuis un an, tu me disais tout à l'heure. C'est ça, tout à fait. Depuis un an. Et sur l'aspect, effectivement, en développement, à vitesse, à marche forcée, disons, avec Weird Loop, c'est depuis septembre 2024. Donc il y a déjà pas mal de choses qui sont avancées. Donc là, ce qu'on présente, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a déjà pas mal de choses qui suivent et qui ont hâte de sortir de la forge Rackham. On l'a vu, les réactions épidermiques immédiates dès l'apparition des premières images des nouvelles figurines, qui sont des prototypes, mais tout de suite, ça a été tempête. Oui, mais ce qui est prévisible. Je pense. Après, c'est aussi un choix du studio Rackham qui n'est pas forcément compris par tout le monde, à savoir, plutôt que d'attendre de communiquer une fois que tout est extrêmement avancé, voilà, je pense que c'est une équipe qui voulait se présenter, c'est une équipe qui voulait aussi commencer à montrer ce qu'il faisait avec Didier Poli, notamment. Donc je pense que les gens attendent depuis tellement longtemps que ils voulaient quelque chose d'extrêmement serré et carré tout de suite. Alors que là, je pense qu'il y a aussi justement une vraie prise de température qui me paraît très salutaire. En fait, je pense que d'autant que nous, si tu veux, chez Rackham,
c'est exactement comme chez nous. En fait, ils ne pourront lancer quelque chose que quand ce sera complètement prêt. Ouais. Donc, ce qui notamment devrait aider à briser la malédiction de la momie. Non, le but, c'est vraiment que tout se passe bien. Mais on est... Le secteur du financement, déjà, de façon générale, je pense, a besoin de beaucoup plus de garanties pour les backers par rapport aux gens qui font des financements. Et donc là, sur quelque chose d'aussi maudit qu'Arklash sur cet aspect-là, clairement, je pense que le maximum de garanties qu'on peut donner aux gens, c'est l'extrême minimum par rapport à toute l'espérance qu'ils ont sur un univers pareil. Effectivement. Justement, tu viens de citer donc Didier Poli, qui est du coup le directeur artistique de tout l'univers Arklash, aussi bien chez Monolith que chez Rackham. Oui, en fait, il y a 2 points sur cet aspect qui étaient très importants pour moi et pour Fred aussi, évidemment, pour tout Monolith. Le premier, c'était repartir aux origines de la licence, puisque l'idée, c'était pas de récupérer la licence pour juste faire ce qu'on a envie parce qu'on a des lubies. C'est plutôt vraiment de continuer ce qui a été fait et de pouvoir faire ce qui n'était pas forcément faisable à l'époque, soit pour des contraintes de sculpture, des contraintes éditoriales, etc. Et donc, travailler avec Didier Poli, pour nous, c'était super important. Et l'autre point, c'est qu'on tient vraiment à une grosse cohérence d'univers, ce qu'on n'avait plus forcément beaucoup vers la fin. Et donc, pour ça, nous, on s'entoure d'équipes où on veut qu'ils travaillent sur les différents projets, de sorte que si tu vas sur le jeu d'escarmouche, ou si tu vas sur Hybride, ou si tu vas sur Cadwallon, tu as exactement les mêmes marques, les mêmes marqueurs et les mêmes looks. En fait, donc voilà, toute la gamme est chapeautée là-dessus. Et c'est pour ça que Didier Poli travaille notamment sur les 2 studios. Et donc, au niveau de Monolith, est-ce que Monolith vous impose des choses dans vos choix éditoriaux pour la création du jeu? Alors, comment ça se passe? Il ne nous impose rien. Ouais. Par contre, il valide au niveau de l'IP. Est-ce que ça rentre dans le cadre de l'IP ou pas? Voilà. Si on propose, voilà, je sais pas, n'importe quoi, un petit poney sur... voilà. Là, il va dire non, mais là, ça sort du cadre de l'IP, ça, voilà, vous retirez bien. D'accord, ouais. Donc voilà, il y a un œil, voilà, il valide en fait l'ensemble des choses que l'on sort. Voir, voilà, est-ce que ça correspond bien justement à cette bible graphique, à cette bible de l'or, voilà, est-ce qu'on s'écarte pas trop de ça? Donc c'est eux qui ont le fin mot finalement à la fin. Mais pour l'instant, ils nous laissent vraiment une grande latitude de... Alors c'est marrant parce que moi ça me fait penser aux quelques années en arrière, aux déboires qu'ils ont eu par exemple sur Batman, où c'était le contraire, c'était eux utiliser une IP de la Warner, et du coup chaque fois qu'il fallait faire valider la position de la sculpture, le truc, machin, là, ça avait l'air un peu plus complexe à leur niveau. Est-ce que eux sont plus cool avec l'IP parce qu'ils en ont bavé avant, ou est-ce que vous êtes de toute façon sur la même longueur d'onde et il n'y a pas de problème? On est pas mal sur la même longueur d'onde, franchement, et ça se passe très bien. Nous, de notre point de vue, on les trouve vraiment cool, parce que voilà, ils sont d'accord avec ce que l'on propose à peu près à chaque fois. Et alors peut-être aussi parce que nous, on ne propose pas aussi n'importe quoi, on connaît très bien l'univers, parce qu'on est quand même... On peut quand même considérer qu'on est quand même des baroudeurs un peu de cet univers. Et donc voilà, on ne va pas leur proposer n'importe quoi. Et on sait que quand on leur propose quelque chose, on est vraiment bien dans le cadre d'Arklash, quoi. Et du coup, au niveau donc de l'univers, on a vu juste avant avec Rackham qu'ils repartent du rituel de l'aube. Oui, et ça se passe 10 ans après. Oui. Voilà. C'est une décision que vous avez prise ensemble. C'est quelque chose que vous, à Monolith, vous avez décidé par rapport à ce que vous voulez faire de l'univers. Comment ça se passe? C'est un mélange des deux. Une bonne réponse de Suisse normand. Non, en fait, nous, on voulait être dans ces eaux-là. Par rapport à ce que voulait faire Rackham, c'était plus important. Et en fait, nous, par rapport à nos différents partenaires et aux gens qui travaillent, en fait, on a vraiment voulu faire une concertation. Puisque, à nouveau, le but, si c'était de reprendre l'univers qui a tout le monde et puis de le faire évoluer, pour nous c'était important. On avait une idée de ce qu'on voulait, mais vraiment de consulter tout le monde, donc on a essayé d'intégrer le maximum de choses avant qu'on reparte de l'avant ensemble. Donc voilà, c'est totalement... Rackham a totalement sa part dans cette partie. D'accord, ouais. Donc c'est vraiment une décision collégiale en fait, entre tous les partenaires sur le truc, d'accord. Oui, c'est ça, et après on a aussi, notamment dans les anciens du studio Rackham, on a par exemple Sébastien Sellerin qui lui justement est en train de vraiment chapeauter toute cette bible de l'univers pour pouvoir remettre à jour ce qui se contredit, ce qui est canon, ce qui ne sera plus, comment ça évolue. Voilà, il y a donc toute cette partie-là en préparation qui débouchera également très probablement sur un bel ouvrage pour les gens, leur permettre de se remettre à jour et de se replonger dedans, quel que soit le jeu auquel ils voudront jouer. Parfait, bien ça. Et du coup, par exemple sur un hybride qui a été annoncé déjà, donc un Kickstarter
en 2026. Ouais. Ça. Est-ce que... De même que Cadwallon. De même que Et je Cadwallon. devance peut-être la question suivante. C'était la question Voilà, d'après. restons sur Mais les voilà. Sur hybride, est-ce qu'on est sur un événement temporel qui se passe avant ou qui se passe aussi 10 ans après le Ça rituel va de être l'eau? aussi 10 ans après. C'est aussi 10 ans après. Donc c'est pas le même hybride Non. que celui qu'on a déjà connu. Voilà. Il y a vraiment des sensations et des points de repère. Il n'y aura aucun doute sur le fait que ça va être hybride, D'accord. y compris artistiquement. J'en dirai pas plus pour le moment. Mais par contre, effectivement, voilà, non, il y a un bond en termes d'histoire. Le moteur de jeu sera également celui sur lequel Fred travaille depuis plusieurs Ouais. années maintenant. Donc voilà, ce sera pas juste le même gameplay avec un léger reskin. Oui, il y a. Ça, c'est chouette. Et du coup, Cadwallon, pareil, est-ce que c'est 10 ans après le rituel de l'aube? Donc, Tout à La fait. ville Donc ça va être une franche. Cadwallon, oui, avec des changements. ouais, d'accord. Ouais. Donc, la ville franche qui veut que le Ragnarok reste à ses portes. C'est 10 ans ça. après, est-ce que ça a tenu? C'est ce qu'on va découvrir dans C'est le. exactement ce qu'on découvrira. Ce sera Oh, une très wow. bonne porte de réentrée dans le Cadwallon. Waouh! Ouais. Ah, ça me fait rêver. Je pense même que, rôliste ou pas, il y a des gens qui vont se faire plaisir en diorama avec ce qu'il y aura la possibilité de faire, ouais. Je pense qu'il y a de quoi faire. Comment on rebondit là-dessus Bah écoute, on sourit, on plane, et puis on coupe, voilà, tout ce que tu veux. Il faut savoir bien vivre. On peut faire un petit roadmap de ce qui va arriver. Là, on a, pour la fin de l'année, vous avez déjà... On va partir sur une campagne de précommande fin 2025. Voilà, donc c'est pas du financement participatif. Le projet, en fait, vous lancez une campagne de précommande une fois que le projet, lui, est fini. Tout à fait. Et c'est avant de mettre en vente Voilà. pour juger un vraiment petit peu la demande. Même quoi. procédé de fonctionnement que Monolith, hein. C'est que voilà, on ne sort quelque chose que quand le développement est terminé. On lance la campagne que quand le développement est terminé et qu'il y a juste à appuyer sur le bouton pour lancer la production en fait. Ouais. Voilà. Et après, nous, c'est encore une discussion en interne. Est-ce qu'on passe sur une plateforme ou directement précommande sur notre site? Voilà, il y a la visibilité de la plateforme sur le site. Voilà, c'est à nous de rendre notre site visible et de faire la communication pour ça. Donc voilà, on est en train de, voilà, il y a encore des arbitrages pour ça, mais ce sera de la précommande. Voilà, tout le développement sera terminé et après on lance la production. Ok. Et du coup, là, c'est une précommande prévue pour la fin d'année. Fin d'année avec livraison premier semestre 2026, quoi. Voilà. Ok. Donc là, on aurait du coup une sortie de Ragnarok. Tout à fait. Jeu d'escarmouche. Une sortie comment? 2 factions jouables, une boîte de démarrage, un livre de règles. Alors, ce que l'on voit ici, effectivement, on a le premier starter finalement, hein. Wolfen contre donc Lion d'Alan. Est-ce qu'il y aura que ça? Est-ce qu'il y aura autre chose? Bon, vous le saurez bientôt. On garde le mystère. On a chez Monolith, ce sera pour l'année d'après, c'est pour 2026, va y avoir une campagne de financement, enfin du coup une préco, puisque c'est comme Oui, ça qu'il c'est ça, fonctionne. c'est vrai. C'est quoi, c'est GameFound, Kickstarter? Monolith, alors ça, faut voir avec Monolith Ouais. parce que je sais ils utilisent actuellement les deux plateformes en fonction. Ouais. Ce sera peut-être les deux pour là aussi. Ouais. Il y a, je crois, dans un premier temps, c'est hybride. Donc le jeu de plateau dans les souterrains d'un labo des alchimistes de Dirtz. Donc du Griffon contre du Dirtz. Tout à Compatible déjà. Enfin, moi j'achète la boîte hybride chez Monolith. Je prends mes figurines, je peux jouer à Ragnarok. C'est ça, c'est l'objectif. C'est génial. C'est génial. En plus, j'adore les Dirtz. Hein, donc. Et après, on a le jeu de rôle Cadwallon qui sortira. Tout à fait. Sûrement dans un format à la Batman avec plein de figurines ou peut-être juste des règles, mais s'il y a des figurines, directement compatibles. Des profils sont prévus. C'est l'objectif aussi, ouais, tout à fait. Donc là, on a déjà... Il va falloir patienter jusqu'à la fin de l'année, mais on va avoir des news au fur et à mesure là, des mois qui viennent. Et puis après, il y a des choses qui vont sortir. Oui, voilà, après, régulièrement, évidemment. Régulièrement. Voilà. Et, Donc fin d'année, la préco pour Ragnarok, pour une livraison premier semestre. 2026, je crois qu'il a parlé du printemps 2026 pour la préco hybride. Tout à et fait. fin 2026 pour la préco Cadwallon. Voilà, c'est ça. Donc avec chouette. une livraison. Donc oui, ça va sortir. Et alors nous, c'est préco, mais l'objectif, c'est un jeu de figurines. Un jeu de figurines, ça se doit de sortir en boutique. Voilà. Donc l'objectif à terme, c'est de sortir en boutique aussi. Donc nous, va y avoir cette préco, et puis on continue le développement, et puis ensuite après, ça sera directement des sorties boutiques en fait. C'est ça l'objectif. D'accord. Super. Venir compléter les factions au fur et à mesure. Ok. Je crois qu'on a fait le tour.
Oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Non, bah, vive Arclash. Ouais, Fever Clash. Bon, bah, je crois qu'on... Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le... Oui, et ben moi je te remercie pour tout le travail formidable que tu as fait sur l'univers de Rackham au fur et à mesure des années. Pas que Bah, Rackham merci. d'ailleurs. Il y a notamment, alors je sais pas si tu as déjà entendu, parler d'un jeu qui s'appelle Forbidden Psalm. C'est très bien, je vous conseille. Et qui est aussi un très bon moyen de réaliser des figurines, notamment de la gamme Rackham ou d'autres. Eh ben, je vais m'enseigner, ça a l'air Mais chouette quand tu on parle. devrais, tu Bah, merci beaucoup. Bah merci à toi. Et puis, bah, merci à toute l'équipe Monolith, parce que vous nous faites rêver. Et c'est C'est aussi plus grâce à que vous rêver. si on peut le faire et continuer. Hein, Ouais, donc, bah oui, voilà. donc, C'est un travail d'équipe. Merci beaucoup les bravo. gars. Ciao. Ciao. Voilà, et ben merci beaucoup, merci pour cette interview, merci pour la primeur sur les photos. Rien, bah, merci et à toi d'être voilà. venu pour Avec grand plaisir, puis un grand merci pour refaire vivre tout ça. Oui, bah, Après on a 15 ans d'avancer dans le désert, ouais, j'ai l'impression de... Je sais pas comment dire, parce que quand je jouais à Confrontation, j'attendais pas que ça sorte. C'était là. T'étais là, tout à fait. Et c'est quand ça s'est arrêté que j'étais triste. Et là, on attend maintenant que ça revienne. C'est fou. C'est ça, ouais, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est Pour voilà. venir étoffer l'univers qu'on a connu et voilà, Voilà. vivre de nouvelles aventures dans cet univers. Bah, super. Bah, on attend ça avec impatience. Oui, mais nous aussi, on est impatients de vous montrer toutes les merveilles là, que le studio créatif a sorti. Parce que là, il y a du beau. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça assez chouette. On verra l'accueil des personnes. Mais bon, j'espère que voilà, il y aura un accueil positif. Ah bah, j'espère aussi. Je pense. J'espère. Voilà, donc parmi les merveilles qui sortent du studio créatif, il y a bien sûr de superbes concepts de Didier Poli, notamment certains que l'on a imprimés sur des t-shirts collector exprès pour le Fige. Et pour te remercier de ta gentillesse, ta bienveillance aussi vis-à-vis de nous, eh bien voilà, on t'offre ce t-shirt Wolfen, voilà, super. édition collector, voilà, avec un beau guerrier Mais pro. merci beaucoup. Voilà, le magnifique Wolfen. Voilà. Et, c'est un beau t-shirt. Voilà, donc là c'est Oh, le magnifique nouveau logo Rackham. voilà à l'avant. Super. Et donc, Bah, merci beaucoup. Maintenant, on va te voir dans les couloirs du salon avec. Hein. Voilà, je vais pas me changer là tout de suite là, mais je vais le mettre demain. Ok. Merci beaucoup et à très vite. Voilà, à très vite. Voilà. Salut. Salut.